Le juge a dit, je ne vois aucune preuve que l'enfant est plus en sécurité avec elle. Mon ex a souri. Sa nouvelle femme a chuchoté, elle a perdu. Puis ma fille de 7 ans s'est levée et a dit, maman, je peux lui montrer la vidéo que j'ai enregistrée sans que tu le saches. L'huissier a pris la tablette et la salle est restée sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le juge m'a regardé droit dans les yeux, sa voix calme et froide. Je ne vois aucune preuve que l'enfant soit plus en sécurité avec elle. J'étais incapable de parler, mes mains tremblaient, chaque respiration semblait se bloquer dans ma gorge. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la salle d'audience et j'ai vu Brandon, mon ex-mari, assis avec ce sourire suffisant qu'il arbore toujours quand il sait qu'il est en train de gagner. À côté de lui, Cassidy, sa nouvelle femme, s'est penchée et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Il a eu un petit rire étouffé. Elle s'est légèrement tournée et m'a regardé fixement. J'ai pu lire sur ses lèvres, elle a perdu. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Après des mois à me préparer, à rassembler des documents, à prier pour que quelqu'un me croie, j'étais sur le point de perdre la garde de ma fille. Non pas parce que j'étais une mauvaise mère, non pas parce que je ne l'aimais pas plus que tout au monde, mais parce que je n'avais pas le bon type de preuve. Le genre qui s'intègre parfaitement dans les documents judiciaires, le genre qui ne vient pas avec la peur d'un enfant ou l'instinct maternel. Brandon m'avait dépeinte comme instable, trop émotive, inapte. Il a dit au tribunal, je travaille de nuit et je laissais notre fille sans surveillance. Il a évoqué mes anciennes luttes contre l'anxiété, omettant commodément que c'était pendant notre mariage, quand je devais gérer ses infidélités, son contrôle, son gaslighting. Il leur a dit que Cassidy avait été une force stabilisatrice, qu'elle était formidable avec les enfants, que leur foyer était paisible. Pendant ce temps, notre fille Sérène était assise tranquillement avec l'assistante sociale pour enfants, les jambes ballantes, les cheveux attachés en une natte soignée que j'avais faite ce matin-là avant de partir. Ses petites mains étaient jointes sur ses genoux. Elle était si sage, si immobile, trop immobile. Le juge a baissé les yeux sur ses papiers. Je le voyais se préparer à parler. Je connaissais ce ton, ce rythme. Il se préparait à rendre sa décision. Mon estomac s'est tordu si fort que j'en ai eu mal. J'ai cherché quelque chose, n'importe quoi, en moi pour arrêter ce qui allait arriver, mais rien n'est sorti. Ni mot, ni force. J'avais déjà dit tout ce que je pouvais. Puis, juste au moment où il ouvrait la bouche pour parler, une petite voix a percé le silence de la pièce. « Maman !» Tout le monde s'est retourné. Sérène s'était levée de son siège. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Sa main serrait quelque chose à côté d'elle, une tablette rose, une que je ne l'avais pas vue prendre ce matin-là. Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis a levé les yeux vers le juge. « Maman !» a-t-elle répété, la voix assurée, « Est-ce que je peux lui montrer la vidéo que tu ne savais pas que j'avais enregistrée ?» La salle est devenue silencieuse. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Le juge a cligné des yeux, visiblement pris au dépourvu. « Quelle vidéo ?» Sérène a fait un pas en avant et a tendu la tablette à 2 mains. « C'est de la maison de papa. » Brandon s'est levé d'un bond. « Votre honneur, elle a 7 ans, elle ne comprend pas ce que... » Le juge a levé la main, le réduisant au silence, ses yeux ne quittant jamais Sérène. « Apportez-la ici. » L'huissier s'est avancé, a pris délicatement la tablette des mains de Sérène et l'a apportée au juge. Brandon fulminait, chuchotant avec colère à Cassidy. Elle était pâle maintenant, le sang avait quitté son visage. Je ne pouvais plus respirer. Je ne savais même pas ce qu'il y avait sur cette tablette. Je ne l'avais pas vu enregistrer quoi que ce soit. Je ne lui avais pas dit de le faire. Je n'avais jamais voulu lui mettre ce genre de responsabilité sur les épaules. Mais quelque chose en elle avait décidé d'agir seule. Silencieusement, courageusement. Elle m'a regardé et a souri, juste un peu. Pas un sourire heureux, un sourire courageux. Le genre qui dit « C'est bon, maman. J'assure pour nous. » Et juste comme ça, tout a commencé à changer. Je m'appelle Naomi Ellery, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que j'étais plutôt douée pour cacher ma douleur. Je devais l'être. Mon enfance m'a appris à sourire quand les choses se brisaient derrière mes yeux. Mon mariage m'a appris à me taire quand j'avais envie de crier. Et la maternité m'a appris à continuer, même quand chaque partie de moi voulait abandonner. Mais rien ne m'avait préparé au jour où j'ai réalisé que je pourrais perdre ma fille. Pas à cause d'une tragédie, pas à cause d'une maladie, mais à cause de l'homme même que j'avais passé des années à essayer de fuir. Brandon et moi avions été ensemble pendant près d'1 décennie. De l'extérieur, nous ressemblions à un couple parfait.
Il était charmant, s'exprimait bien, soigné, le genre d'homme qui savait dire les bonnes choses devant les bonnes personnes. À la maison, derrière les portes closes, il était quelqu'un de complètement différent, contrôlant, dédaigneux, manipulateur d'une manière que je n'ai comprise que bien plus tard. Quand je suis tombée enceinte de Sérène, les choses ont changé pendant un temps. Il semblait que nous pourrions nous en sortir. Il m'apportait des fleurs, lisait des livres sur la parentalité, me tenait la main au rendez-vous chez le médecin. Mais ça n'a pas duré. Une fois Sérène née et que l'attention n'était plus sur lui, le masque est tombé. Il ne me frappait pas de la manière dont les gens pensent à la violence. Mais les mots peuvent aussi faire des bleus. Il m'a démoli petit à petit jusqu'à ce que je reconnaisse à peine la femme dans le miroir. J'ai arrêté de me maquiller, j'ai arrêté d'appeler mes amis, j'ai arrêté de rêver. Il m'a fallu 3 ans pour trouver la force de partir. J'ai demandé le divorce la nuit où il a crié si fort sur Sérène qu'elle s'est fait pipi dessus. Elle avait 4 ans. Elle s'est excusée auprès de lui en pleurant. Cette nuit-là, j'ai emballé ce que j'ai pu et j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère avec Sérène endormie sur la banquette arrière. Ma mère, June, nous a accueillis. C'est une femme forte, une institutrice à la retraite qui croit en la vérité et aux conséquences. Elle m'a élevé seule après le départ de mon père. Elle a traversé des tempêtes, alors elle a reconnu le mauvais temps dans mes yeux. Elle nous a donné sa chambre d'amis et a commencé à faire du thé tous les soirs, comme elle le faisait quand j'étais petite. Le simple fait de l'avoir près de moi rendait les choses à nouveau possibles. J'ai trouvé du travail comme infirmière de nuit. C'est épuisant, mais ça paie les factures. Mon emploi du temps est sens dessus dessous et je vis dans un duplex loué qui sent le moisi quand il pleut, mais c'est chez nous. Sérène a une petite étagère pleine de contes de fées et une veilleuse en forme de lune. J'essaie constamment de construire quelque chose de stable, quelque chose où elle puisse se sentir en sécurité. Mais Brandon n'a pas lâché l'affaire. Il a demandé la garde partagée presque immédiatement, et comme il n'avait jamais été arrêté, jamais laissé de bleu, le tribunal n'a vu aucune raison de ne pas l'accorder. Au début, il avait des visites le week-end. Sérène revenait silencieuse, renfermée. Elle a arrêté de dessiner pendant un moment. Elle a recommencé à faire pipi au lit. Elle ne me parlait pas de ce qui se passait là-bas, seulement que Cassidy, la nouvelle femme de Brandon, n'aimait pas quand elle pleurait. Cassidy est entrée en scène comme un coup de tonnerre. Elle était plus jeune, jolie d'une manière filtrée Instagram, et toujours habillée comme si elle se rendait à une réunion d'affaires. Brandon l'a épousée 6 mois après la finalisation de notre divorce. Elle a emménagé dans mon ancienne maison et a commencé à jouer le rôle de la belle-mère attentionnée. Elle postait des photos de Sérène souriante sur Facebook avec des légendes comme « Notre petite famille recomposée parfaite ». Mais les yeux de Sérène sur ces photos ne souriaient jamais. J'ai commencé à prendre des notes. J'ai pris des photos de chaque bleu, chaque égratignure, chaque fois que Sérène disait qu'elle était tombée dans les escaliers mais ne voulait pas croiser mon regard. J'ai enregistré ses cauchemars quand elle se réveillait en hurlant et en tremblant. J'ai tout apporté à mon avocat, mais il m'a dit que c'était des preuves indirectes. Nous avions besoin de preuves tangibles. Alors, je me suis préparé pour le tribunal. Je veillais tard pour préparer mes déclarations. J'ai fait des gardes supplémentaires pour payer un évaluateur de garde d'enfants. J'essayais de croire que la vérité suffirait, que quelqu'un verrait au-delà des mensonges bien ficelés de Brandon et comprendrait ce qui se passait réellement. Mais plus l'audience approchait, plus le doute s'insinuait. J'avais vu comment les gens le croyaient. Il avait une façon de déformer les choses, de me faire paraître irrationnel simplement en restant calme. Je savais que j'entrais dans une salle d'audience qui n'était pas conçue pour comprendre la douleur silencieuse. Le matin de l'audience, je me suis réveillé avant l'aube. Sérène dormait encore, blottie sous sa couette préférée, les bras enroulés autour de sa girafe en peluche. Je lui ai embrassé le front et j'ai murmuré « Je t'aime ». Puis je me suis habillé, j'ai emballé mes preuves et j'ai prié pour que quelqu'un, n'importe qui, écoute enfin. Ce que je ne savais pas, c'est que Sérène avait déjà trouvé un moyen de parler. Le palais de justice sentait la poussière et le vieux café, ce genre d'odeur qui s'imprègne dans les vêtements et vous suit jusqu'à la maison. Je suis entré seul, serrant mon dossier si fort que mes jointures me faisaient mal. À l'intérieur se trouvaient toutes les photos, les notes, les dessins que Sérène avait faits, tout ce que j'avais rassemblé au cours de l'année écoulée pour montrer au tribunal ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Brandon était déjà assis avec son avocat. Son costume avait l'air cher, son sourire venait facilement. Cassidy était assise à côté de lui dans une robe bleu marine, les bras croisés, les jambes soigneusement repliées sous le banc comme si elle assistait à un brunch et non à une audience pour la garde. Il ressemblait à l'image même de la stabilité,
et je détestais à quel point tout cela était convaincant. La salle d'audience s'est remplie lentement. Ma mère était assise au dernier rang, les mains jointes, le visage impénétrable. L'assistante sociale pour enfants a conduit Sérène au banc réservé aux mineurs. Elle s'est assise tranquillement, ses pieds touchant à peine le sol. Son sac à dos rose reposait sur ses genoux. Elle n'avait pas l'air effrayée, elle avait l'air petite, plus petite que dans mon souvenir de ce matin même. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. Il était grand, sérieux, et parlait d'une voix qui n'invitait pas aux questions. Il a présenté l'affaire, passé en revue la chronologie et ouvert la parole à chaque partie. L'avocat de Brandon s'est levé le premier. Il a commencé par louer le caractère de Brandon, son emploi stable, son mariage avec Cassidy et l'environnement positif de leur foyer. Il a mentionné mon anxiété. Il a évoqué mes gardes de nuit, comment Sérène passait les soirées avec ma mère, comment j'avais changé d'adresse 2 fois depuis le divorce. Il m'a qualifié d'inconsistante. Je suis resté immobile pendant qu'il décortiquait ma vie avec une précision chirurgicale. Il ne mentait pas, il racontait juste des bribes de vérité qui sonnaient plus laides une fois assemblées. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé et j'ai tout donné. J'ai parlé au juge des cauchemars de Sérène, des bleus qu'elle ne pouvait pas expliquer, de la fois où elle avait sursauté quand quelqu'un avait frappé à la porte d'entrée. J'ai expliqué comment j'avais tout documenté. J'ai remis des dessins que Sérène avait faits, montrant une fillette en bâton derrière des barreaux, en pleurs. J'ai soumis des enregistrements vocaux d'elle chuchotant que Cassidy ne l'aimait pas, que papa criait beaucoup, qu'elle voulait rester à la maison avec moi. Le juge a écouté, mais je sentais que ça ne passait pas. Son expression n'a pas changé. Quand j'ai fini, il a demandé s'il y avait des preuves matérielles, une vidéo, un témoin. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures. Non, votre honneur. La salle d'audience est devenue silencieuse. Brandon s'est adossé à sa chaise avec cette inclinaison suffisante du menton que j'en étais venu à détester. Cassidy s'est penché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Il a souri. Puis il s'est levé et a parlé pour lui-même. Il a dit au tribunal qu'il voulait ce qu'il y avait de mieux pour Sérène, qu'il soutenait mon rôle dans sa vie, mais qu'elle avait besoin de structure. Il a dit que j'étais émotive, que j'avais du mal à suivre. Il a utilisé le mot « instable ». Il l'a enrobé d'un langage poli, mais ça coupait comme une lame. Il a terminé en disant que lui et Cassidy avaient créé un foyer stimulant et qu'ils n'exposeraient jamais Sérène à un danger. J'avais envie de crier, mais je savais que cela ne ferait que prouver ses dires. Le juge a demandé à parler avec Sérène en privé, puis a appelé à une courte suspension d'audience. Je me suis assise lourdement, les jambes tremblantes. Ma mère s'est penchée en avant et m'a serré l'épaule. « Tu as fait ce que tu pouvais. » Je n'étais pas sûr que ce soit suffisant. À notre retour, le juge a résumé ce qu'il avait examiné. Il a dit que bien qu'il voit des signes préoccupants, il n'y avait aucune preuve concrète de maltraitance. Il a noté les témoignages contradictoires, le manque de rapports médicaux, l'absence de preuves objectives. Puis il a fait une pause. J'ai retenu mon souffle. Mes paumes étaient glissantes de sueur. « Je ne vois aucune preuve, a-t-il dit, que l'enfant soit plus en sécurité avec elle. » Je n'ai plus rien entendu après ça. Les mots résonnaient et se tordaient jusqu'à ce que tout semble distant. Mon corps restait immobile, mais mon cœur hurlait. J'ai regardé Sérène. Sa tête était baissée, ses doigts agrippaient les bretelles de son sac à dos. De l'autre côté de la pièce, Brandon souriait narquoisement. Cassidy a chuchoté, « Elle a perdu. » Quelque chose s'est brisé en moi. Je pensais que c'était la fin. Mais ça ne l'était pas. Parce qu'alors, Sérène s'est levée. Sérène s'est levée lentement, les 2 mains agrippant son sac à dos. Sa voix était faible, mais dans le silence qui a suivi la décision du juge, c'était la seule chose que l'on pouvait entendre. « Maman, a-t-elle dit, sa voix calme et claire, est-ce que je peux lui montrer la vidéo que tu ne savais pas que j'avais enregistrée ?» Tout s'est arrêté dans la pièce. Le juge a haussé les sourcils. Brandon a regardé, confus, puis inquiet. Cassidy s'est tourné brusquement vers Sérène. J'étais assise, figée, le cœur battant dans ma poitrine, incertaine d'avoir bien entendu. « Quelle vidéo ?» a demandé le juge, son ton prudent mais curieux. Sérène n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle a ouvert la fermeture éclair de son sac à dos et en a sorti sa tablette rose. Elle avait une petite fissure sur le bord et des autocollants d'étoiles et de lapins couvraient le dos. Elle l'a serré contre elle une seconde, puis s'est avancée et l'a tendue à l'assistante sociale pour enfants. Le juge a baissé les yeux de son estrade. « Veuillez me l'apporter » a-t-il ordonné. L'assistante sociale m'a jeté un coup d'œil,
puis s'est dirigé avec Sérène vers l'huissier, qui a pris délicatement la tablette et l'a apportée au juge. Le juge a ajusté ses lunettes et a tapoté l'écran, parcourant son contenu. Il a appuyé sur « Play ». Personne ne parlait. Brandon s'est agité sur son siège, visiblement nerveux maintenant. Cassidy était assise, rigide, les yeux fixés sur le juge. Je ne bougeais pas. Mes mains étaient si serrées sur mes genoux que je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Quelques secondes se sont écoulées. Puis le juge a levé brusquement la tête. « Où et quand cela a-t-il été enregistré ?» a-t-il demandé. La voix de Sérène est restée assurée. « Chez papa, le mois dernier. J'ai utilisé l'application appareil photo. » Le juge a hoché la tête et est retourné à l'écran. Il a augmenté le volume. Nous l'avons tous entendu. La voix de Brandon, forte et reconnaissable entre toutes, résonnant d'une autre pièce. Il criait. Pas frustré, pas agacé, mais plein de rage. Les accusations et les insultes fusaient dans toutes les directions. Puis la voix de Cassidy est entrée en scène. Elle criait aussi, plus aiguë, plus ciblée. Le bruit de quelque chose qui claque, une chaise ou une porte. Les sanglots étouffés de Sérène pouvaient être entendus en dessous de tout cela. Puis la voix de Cassidy, froide et directe, « Si tu n'arrêtes pas de pleurer, je vais te donner une vraie raison de pleurer. » Puis le bruit d'une main frappant quelque chose. Un bruit sourd. Un gémissement. Et la voix de Sérène, étouffée et effrayée. « Aïe, s'il te plaît, non !» Je ne pouvais plus écouter. Ma gorge était serrée, mon estomac barbouillé. Je me suis détourné, mais le mal était fait. La salle d'audience, autrefois remplie de murmures et de jugements chuchotés, était silencieuse. Le juge a enlevé ses lunettes. Son visage, jusqu'alors composé et détaché, avait changé. Sa mâchoire était crispée. Sa voix, quand il a parlé, était différente. C'est extrêmement grave. Brandon s'est levé. Votre honneur, cet enregistrement a été pris sans consentement. Il est manipulé. Elle a probablement... Ah si, monsieur Ellery. La bouche de Brandon s'est rouverte, mais l'huissier a fait un pas en avant. Il s'est assis. Cassidy était pâle maintenant. Ses bras étaient croisés si étroitement qu'ils semblaient verrouillés. Elle s'est penchée vers Brandon, chuchotant furieusement, mais il ne la regardait pas. Le juge a repris la parole. Cette vidéo constitue une preuve crédible de mise en danger potentielle d'un enfant et de violence psychologique. Le tribunal va immédiatement référer cette affaire au service de protection de l'enfance et aux forces de l'ordre pour une enquête plus approfondie. Il s'est tourné vers moi. Avec effet immédiat, la garde physique et légale exclusive est accordée à mademoiselle Naomi Ellery. Monsieur Ellery est limité à des visites supervisées jusqu'à ce qu'une évaluation complète soit menée. Cette décision prend effet aujourd'hui. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Les mots ont mis un moment à m'atteindre, à s'inscrire dans mes os. Puis Sérène s'est tournée et m'a regardé. Ce même sourire courageux d'avant, juste un peu plus large maintenant. Elle n'a pas couru. Elle a marché lentement vers moi et a enroulé ses bras autour de ma taille. Je me suis penché et l'ai tenue, ma joue contre ses cheveux, la tablette toujours dans sa petite main. La salle d'audience a repris vie derrière nous. L'huissier parlait avec le greffier. Les avocats chuchotaient à leurs clients. Brandon était assis, la tête entre les mains. Cassidy regardait droit devant elle, comme si elle ne voyait plus rien du tout. Je m'en fichais. Je ne les ai plus regardés. Sérène s'était sauvée elle-même. Elle nous avait sauvés toutes les deux. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais en sécurité. J'étais assise là, les bras de Sérène enroulés autour de ma taille, tandis que la salle d'audience s'agitait confusément autour de nous. Le juge parlait encore, mais je n'ai saisi que des bribes, garde d'urgence, ordonnance de protection immédiate, enquête ouverte, visite supervisée. Chaque mot nous éloignait davantage du cauchemar que nous avions vécu. L'huissier s'est approché et m'a demandé doucement de m'avancer pour signer un formulaire de transfert de garde temporaire. Les doigts de Sérène se sont resserrés sur les miens et je l'ai emmenée avec moi. Je ne la lâchais pas, pas même une seconde. Alors que j'étais là, le stylo tremblant dans ma main, j'ai levé les yeux vers l'estrade. Le juge a croisé mon regard et a fait un petit signe de tête, le genre qui dit « Maintenant, je comprends ». Il n'a pas souri, mais son expression avait changé. Il y avait quelque chose qui n'y était pas avant, une reconnaissance, une sorte d'excuse silencieuse. J'ai signé le formulaire. Quand je me suis retourné, j'ai vu Brandon, toujours assis. Son visage était tendu, rouge sur les bords, la mâchoire crispée. Cassidy était assise à côté de lui comme une statue, ses mains si serrées que ses jointures étaient devenues blanches.
Aucun d'eux ne m'a regardé. Aucun d'eux n'a regardé Sérène. Sérène les a observés tranquillement pendant que nous passions. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Sa vérité avait déjà parlé plus fort que tout ce qu'ils avaient essayé de dire pendant des mois. Dehors, l'air était différent. Plus lumineux, plus calme. Le genre de silence qui suit une tempête. Je me suis penché et j'ai regardé Sérène dans les yeux. « Où as-tu appris à faire ça ?» lui ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, comme si elle n'était pas sûre d'avoir des ennuis. « Je t'ai entendu dire à mamie que tu avais besoin de preuves, que les gens ne croient pas s'il n'y a pas de preuves. Alors j'ai utilisé la tablette. Je l'ai cachée sous le coussin du canapé. Je ne te l'ai pas dit parce que je pensais que si tu savais, tu aurais peur. » Ma gorge me brûlait. « Tu avais peur ?» ai-je dit. Elle a hoché la tête. « Mais tu l'as fait quand même. » Elle a de nouveau hoché la tête. Je l'ai serrée dans mes bras si fort que je pouvais sentir son cœur battre contre le mien. Pour la première fois depuis longtemps, je ne la tenais pas pour la protéger. Je la tenais parce qu'elle s'était protégée elle-même. Nous sommes montés dans la voiture. Alors que j'attachais sa ceinture de sécurité, elle m'a regardé et a demandé « Est-ce que je retourne chez papa ce week-end ?» Non, ai-je dit. Plus maintenant. Elle n'a pas souri. Elle a juste laissé échapper un long soupir et a appuyé sa tête contre le siège. Le genre de soulagement que même un enfant reconnaît quand il a été porté trop longtemps. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère nous attendait à la table de la cuisine. Elle s'est levée en nous voyant, les larmes déjà aux yeux. Elle a serré Sérène dans ses bras, puis m'a regardé comme si elle me voyait à nouveau pour la première fois. « Je savais que tu la récupérerais », a-t-elle murmuré. « Ce n'est pas moi, ai-je dit. C'est elle qui nous a récupérés. » Cette nuit-là, Sérène s'est glissée dans le lit à côté de moi. Elle s'est endormie la tête sur mon épaule, serrant la même girafe en peluche qu'elle portait depuis ses 3 ans. J'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser, paisible, en sécurité. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Nous avons demandé une modification permanente de la garde. J'ai soumis la vidéo comme preuve. La police a ouvert une enquête. Cassidy a été inculpé de mise en danger d'enfant. Brandon a été placé sous surveillance formelle par les services de l'enfance. Ses visites du week-end ont été suspendues et un tuteur ad litem a été désigné pour superviser toutes les interactions futures. J'ai commencé à avoir des nouvelles de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. La thérapeute désignée par le tribunal a offert un soutien supplémentaire. Une femme d'un refuge local m'a contacté et nous a mis en relation avec un conseiller pour enfants se remettant d'un traumatisme émotionnel. Mon lieu de travail a ajusté mon emploi du temps pour que je puisse être davantage à la maison pendant la journée. Le monde n'a pas changé du jour au lendemain, mais pour la première fois, j'avais l'impression qu'il le pouvait. Le week-end suivant, Sérène et moi sommes allés au parc. Nous avons marché au bord du lac, acheté des limonades à un stand près de l'aire de jeu et nous sommes assises sur les balançoires jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. À un moment donné, elle m'a regardé et a demandé « On peut planter quelque chose ? Comme une fleur ou un arbre ?» Je lui ai demandé pourquoi. Parce que tout semble nouveau maintenant. Et quand les choses semblent nouvelles, on devrait planter quelque chose. Alors nous l'avons fait. Le lendemain, nous sommes allés à la jardinerie, avons choisi un petit arbre aux fleurs roses et l'avons planté dans le jardin. Elle l'a appelé l'arbre du nouveau départ. Chaque fois que je le regarde, je me souviens de cette salle d'audience, du silence après sa voix, du son de la vérité perçant les mensonges, et du moment où j'ai réalisé que parfois, même à 7 ans, un enfant peut tout changer. Cela fait 5 mois que la salle d'audience s'est tue et que Sérène se tenait là, cette tablette entre les mains. 5 mois que le juge a annulé la décision et nous a rendu la vie que j'avais peur d'avoir perdue pour toujours. Beaucoup de choses ont changé depuis. Certaines rapidement, comme l'enquête sur Brandon et Cassidy. D'autres lentement, comme la façon dont Sérène a recommencé à dormir toute la nuit. Plus de cris dus au cauchemar, plus de réveils pour demander si elle devait y retourner. Le tribunal a rendu le changement de garde permanent après un examen complet. Les droits de visite de Brandon sont désormais limités et supervisés, et autorisés uniquement en présence d'un avocat pour enfants agréés. Cassidy a été inculpée de mise en danger d'enfants et condamnée à une amende. Elle a accepté un accord de plaidoyer et une partie de cet accord l'empêche d'avoir tout contact non supervisé avec Sérène pendant les 3 prochaines années. Sérène pose encore des questions parfois. Elle veut parler du jour au tribunal. Parfois, elle veut juste savoir pourquoi les adultes mentent. Je ne lui donne jamais de réponse compliquée. Je lui dis la vérité avec des mots qu'elle comprend. Certaines personnes mentent parce qu'elles ne veulent pas que la vérité change les choses.
Certaines personnes blessent les autres parce qu'elles souffrent à l'intérieur. Et parfois, les gens restent silencieux quand ils devraient parler parce qu'ils ont peur. Mais la chose la plus importante que je lui rappelle, c'est que ce qu'elle a fait ce jour-là n'était pas seulement courageux, c'était juste. Elle porte maintenant une sorte de force tranquille. Pas bruyante, pas fière, mais constante. Elle commence à rire davantage. Elle peint le week-end. Elle s'est fait une amie à l'école nommée Mia, et elles sont devenues inséparables. Elles s'assoient ensemble à la cantine, dessinent des licornes et des renards, et laissent des post-it sur leurs bureaux respectifs qui disent des choses comme « Tu es magique et nous sommes meilleurs amis pour toujours ». Quant à moi, j'ai réappris à respirer. J'avais l'habitude de vivre dans la peur, mesurant chaque instant en fonction de la façon dont il pourrait être utilisé contre moi. Je ne fais plus ça. J'ai encore des jours difficiles. Je porte encore le poids de tout ce que nous avons traversé, mais ce n'est plus le même genre de poids maintenant. C'est comme quelque chose de mérité, quelque chose que nous avons traversé et auquel nous avons survécu. Ma relation avec ma mère s'est également renforcée. Elle n'a jamais dit « je te l'avais bien dit ». Elle a juste continué à être là. Elle m'aide avec les devoirs de Sérène quand je suis fatigué. Elle cuisine le dîner 2 fois par semaine. Parfois, nous nous asseyons dans le jardin et regardons simplement Sérène courir dans l'herbe, les bras tendus comme si elle volait. Cet arbre que nous avons planté grandit vite. Sérène l'arrose tous les soirs. Elle l'a appelé l'arbre du nouveau départ, et le nom est resté. Il se dresse dans un coin de notre jardin, près de la clôture, ses fleurs roses s'épanouissant plus fort chaque semaine. C'est devenu un symbole pour nous, un rappel que même après les hivers les plus laids, quelque chose de bon peut prendre racine. J'ai recommencé à tenir un journal. J'y écris les choses que je veux que Sérène sache quand elle sera plus grande. Pas seulement sur ce qui s'est passé au tribunal, mais sur le genre de femme que j'espère qu'elle deviendra. Courageuse, oui, mais aussi gentille. Forte, mais pas endurcie. Assez intelligente pour parler, mais assez sage pour écouter. Je lui dis par écrit ce que je lui dis tous les soirs avant de dormir. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu n'es jamais seul. Il y a des gens qui m'ont dit d'arrêter de me battre, que les tribunaux se rangent rarement du côté des mères sans preuve tangible, que parfois, même quand on sait que quelque chose ne va pas, le système ne le voit pas avant qu'il ne soit trop tard. J'y ai cru pendant un moment. J'ai laissé cette peur me ronger. Mais Sérène, non. D'une manière ou d'une autre, elle a trouvé un moyen de dire la vérité quand je ne le pouvais plus. Elle m'a rappelé que parfois, ce qui nous sauve, ce n'est pas le système ou la loi. Parfois, c'est un moment de courage de la part de quelqu'un que nous aimons. Nous ne sommes pas brisés, nous sommes en reconstruction. Et cette fois, les fondations sont réelles. Cette histoire ne s'est pas terminée comme je le pensais. Elle s'est mieux terminée. Non pas parce que c'était facile ou juste, mais parce qu'une petite fille a décidé de parler quand personne d'autre ne le voulait. C'est ce qui a tout changé. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose ou vous a rappelé votre propre force ou celle de quelqu'un d'autre, veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. On ne sait jamais qui attend une histoire comme celle-ci pour lui rappeler qu'il n'est pas seul. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions ou vos expériences dans les commentaires. Que vous soyez une maman, une survivante, un enfant du divorce ou quelqu'un qui a trouvé le courage de parler, votre voix compte ici. Et si vous voulez entendre d'autres histoires vraies qui révèlent la force tranquille que les gens portent en eux, veuillez vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Merci d'avoir regardé et merci d'avoir écouté, pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur.